Ok, bonjour, bienvenue à tous. Donc moi je m'appelle Antoine, je vais vous présenter aujourd'hui un petit projet que j'ai fait sur mon temps libre ces derniers mois qui s'appelle Discovery, avec un petit 2 à côté du CO de Discovery pour faire CO2. Voilà, dont le but c'est de se familiariser en fait un peu avec les ordres de grandeur de l'empreinte carbone de à peu près tout ce qu'on peut avoir. Donc ça peut être des achats, acheter une télé, un lit, ce genre de choses. Ça peut être des mobilités, ça peut être notre consommation, manger, s'alimenter, etc. Donc essayer de faire un peu le tour de tout ça. C'est un jeu qui est disponible sous licence libre, donc vous pouvez aller trouver le code source et en faire ce que vous voulez. Et puis c'est un jeu qui est basé sur des données ouvertes, puisqu'en fait je reprends tout simplement les données qui sont publiées par l'ADEME, qui est l'agence française. Donc initialement c'est de l'énergie, etc. Mais maintenant il l'appelle l'agence de la transition écologique. Et effectivement ils font plein de trucs super cool. Donc voilà. Et puis on a à peu près 50 minutes. Je vais essayer de faire ça de façon assez interactive. J'ai quelques slides pour vous donner du contexte. Mais je pense que ce qui est plus intéressant, c'est qu'on en discute et puis qu'on voit un peu qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant avec. Donc très rapidement, moi je me considère comme libriste, donc quelqu'un qui fait beaucoup de logiciels libres et qui est très intéressé par ces problématiques-là depuis à peu près 2012, quand j'étais encore en école d'ingé. J'ai un background technique, je suis développeur web. Mais en général, je pense que je passe déjà suffisamment de temps à faire du code dans mon métier. Donc mes contributions au libre sont plutôt des contributions presque de communication. J'aime beaucoup vulgariser. Et donc les projets les plus importants auxquels j'ai contribué ces 10 dernières années, au début, c'était surtout autour de Mozilla, de Firefox et de Firefox OS, le système d'exploitation pour téléphone qu'ils avaient essayé de faire autour des années 2017. Diaspora, qui est un réseau social libre auquel j'ai beaucoup contribué, puis j'héberge l'instance diaspora-fr.org. C'est une alternative à Facebook. Et Framasoft, donc association lyonnaise mais française en règle générale, qui sensibilise à la culture et au logiciel libre. Mais mon intérêt majeur autour de tout ça, c'était les problématiques de vie privée en ligne. Pourquoi, enfin voilà, quel business model pour Internet, pourquoi est-ce qu'on a autant de publicité ciblée, ce genre de choses-là. Donc je fais pas mal de conférences sur ce sujet, voilà, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça c'est plus pour vous donner une idée de mes compétences en général. Et du coup, quand on parle de tracking et puis de vie privée, les ordinateurs c'était une première chose, mais les smartphones c'est devenu encore quelque chose d'autre. Donc je suis aussi pas mal impliqué dans 2 projets d'OS libres pour téléphone, Ubuntu Touch, donc là c'est vraiment la version mobile de la distribution Linux Ubuntu, et EOS qui est un projet qui a été créé par Gavel Duval et porté, il a fait maintenant une entreprise qui s'appelle Murena, ils ont un stand ici. C'est un Android dont ils ont enlevé toutes les parties de Google et tout ce qui nous traquait quand on l'utilise. Voilà, donc ça c'est les autres projets auxquels je peux contribuer, mais c'était pas assez, parce que moi, j'ai aussi grandi dans une famille d'écolos et même si je fais du numérique, je sais que voilà, pour moi l'enjeu majeur de ce siècle, c'est de réussir à maintenir la Terre habitable. Rien de plus, rien de moins que ça. Et donc, voilà, je pense qu'il y a une chose qui est très, très importante, c'est que quand on commence un peu à s'impliquer là-dedans, moi j'ai été voir Alternatiba, Greenpeace, et puis Extinction Rebellion, des choses un peu plus engagées encore dans la désobéissance civile, etc., sur ces sujets-là. Dans le but de les former, en fait, de leur dire voici les outils numériques que vous pouvez utiliser pour pas que la police débarque chez vous demain matin, etc. On se rend compte que en fait, c'est très angoissant ce qu'on découvre. Voilà, le réchauffement climatique, je pense que je ne vais pas vous l'apprendre, on peut en discuter un peu plus si vous avez envie, mais il n'y a pas que le réchauffement en plus, il y a vraiment la biodiversité qui est en train de disparaître, etc. Donc quand on découvre tout ça, ça fait très peur, on a envie d'agir. Et malheureusement, un des problèmes, je pense, c'est qu'on n'a pas forcément les clés nécessaires pour se mettre dans l'action, alors que ça a été pas mal étudié dans les sciences sociales. Pour le coup, là, j'y connais rien, mais je vous propose de vous référer plus à des gens qui font de la psychologie. Mais en gros, agir, c'est à la fois quelque chose qui va être porteur,
et c'est quelque chose qui va aussi nous faire nous-mêmes nous sentir mieux. C'est-à-dire que c'est une manière de lutter contre l'anxiété que de se mettre dans l'action. Donc moi, ça a été ma petite action de cette année. J'ai fait plein de choses autour de l'environnement, mais en 2024, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. On avait discuté avec des copains et puis il y a eu cette idée de créer un petit jeu pour sensibiliser et puis surtout pour... Le discours écologiste, il est très souvent presque moralisateur, très angoissant tout simplement, et on voulait essayer de sortir dans quelque chose de plus ludique et moins paniquant. La principale limite de ce projet, c'est que là, il est vraiment branché sur le carbone. L'avantage du CO2, en fait, c'est qu'il est mesurable, donc c'est très facile, il est chiffrable, on peut facilement en discuter. Si on se dit quel est l'impact des pesticides sur la santé, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des chiffres, d'essayer d'en faire quelque chose. Donc voilà, je mets quand même cette slide pour dire le réchauffement climatique et les quantités de carbone que l'humanité émet ne sont qu'une petite partie du problème. Mais voilà, ça c'est un premier jeu et c'est un premier projet qui est du coup, parce que c'était la donnée la plus facile à utiliser tout simplement. Mon opinion personnelle, c'est que on peut en tant qu'individu faire beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine. Nos choix de consommation sont extrêmement forts. En fait, on peut avoir l'impression, face à une entreprise comme Total, face à des gouvernements qui prennent les mauvaises décisions en termes de réglementation sur les pesticides, ce genre de choses, on peut avoir l'impression d'être complètement impuissant, de constamment, il y a un scandale sanitaire tous les mois, j'ai l'impression, en ce moment c'est le mercure dans le thon, on avait les PFAS il y a encore quelques temps, ces polluants éternels, moi j'habite pas très très loin de Lyon, donc on a la vallée de la chimie, où on se rend compte qu'on a juste complètement tout flingué là-bas. Mais en fait, non, c'est-à-dire qu'une entreprise n'existe pas si personne n'achète ses produits. C'est vraiment aussi simple que ça. On a autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui basculent assez vite sur l'anticapitalisme, sur dire en fait notre système économique ne fonctionne pas, il va forcément avoir énormément de dérives, etc. C'est assez vrai, mais d'un autre côté, si on était dans un système où il n'y avait pas le marché, on n'aurait pas le choix. On a vu les économies, par exemple, communistes, s'ils voulaient produire des bots, ils produisaient des bots, et même si personne ne les achetait, toutes les conséquences de cette production industrielle, elles n'étaient pas influençables par le citoyen. Nous, on a réellement ce pouvoir de dire si on arrête tous demain d'aller à McDonald's, McDonald's ferme. C'est vrai. Alors, ça paraît irréaliste, on ne va pas se dire qu'on va réussir à tous faire ça, mais en pratique, ça fonctionne. Et je vais prendre un exemple qui est quand même assez fort. Les entreprises sont beaucoup plus adaptables que ce qu'on imagine. Il y a 2 siècles de ça, on avait les mêmes enjeux que ce qu'on a au niveau des enjeux écologiques aujourd'hui, mais qui étaient des enjeux sociaux. Il faut quand même imaginer les progrès qu'on a pu faire, l'invention des congés payés par exemple. Imaginez le patron, le premier jour où quelqu'un est venu leur dire voilà, vous allez payer vos ouvriers et ils ne vont pas venir. Il y a 2 siècles, quand cette idée elle a été mise sur la table, tout le monde a été là, mais c'est absolument impossible, je ne vais jamais être compétitif par rapport aux autres entreprises si jamais moi je fais ça et elles ne le font pas, donc ça va couler, vous ne vous rendez pas compte, le marché, blablabla. Bla bla bla. Exactement les mêmes arguments qu'on a aujourd'hui avec l'idée de faire des produits qui ne sont pas nocifs pour l'environnement. Faire cet effort-là de faire des produits respectueux, c'est un coût supplémentaire, c'est des contraintes supplémentaires. Donc les patrons vont tous commencer par répondre qu'ils ne peuvent pas avoir une entreprise qui soit rentable et qui fasse du profit et embaucher, etc. Ils vont dire mais on va se mettre à licencier des gens si vous nous imposez ces contraintes-là, etc. En fait, en pratique, on a un vrai public demandeur de produits qui sont respectueux. Donc, c'est pas quelque chose qui est inatteignable, c'est quelque chose de logique et on est dans un système qui permet de le faire. Donc, nous, en tant que consommateurs, on a un poids beaucoup plus important que ce qu'on pense. Le problème, c'est qu'il faut être capable de choisir. Aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché et que vous voulez acheter des pâtes, vous savez instantanément quel est le paquet de pâtes le plus cher. C'est écrit avec un chiffre, c'est ultra facile, celui-là il est plus cher que celui-ci. Donc le choix de quel paquet de pâtes je vais choisir, si vous vous basez sur le facteur prix, il va être extrêmement simple à prendre. Après, vous avez éventuellement des labels, est-ce qu'il est bio, est-ce qu'il est fair trade, est-ce qu'il a été fait en France ?
vous pouvez avoir ce genre d'informations, mais du coup, ça commence à être un petit peu plus difficile. Puis entre 2 paquets de pâtes bio, vous ne pouvez plus les classer, vous ne savez pas comment faire. Donc l'idée, c'est de réussir à avoir un jour un éco-score qui soit la même chose que ce qu'on a pu faire pour le Nutri-Score, où on a vraiment une donnée chiffrée qui nous permette de classer les produits en disant du plus au moins respectueux pour l'environnement. Donc ça, c'est des projets qui sont très gros, qui vont prendre énormément de temps à mettre en place parce que c'est très difficile d'avoir un chiffre qui est fiable. Mais je trouve que l'exemple de Open Food Facts est très intéressant. Donc, qui dans la salle connaît Open Food Facts? Ok, on va dire un tiers à peu près. Donc l'idée de Open Food Facts, c'est quelque chose qui va être un petit peu similaire à, par exemple, Wikipédia ou OpenStreetMap. C'est une base de données de connaissances libres pour, au début, à la base, des produits alimentaires, mais aujourd'hui, à peu près tout ce qui a un code barre. Peut-être, alors j'aurais pu poser la question dans l'autre sens, qui connaît Yuka, l'application, voilà. Et bien Yuka utilise les données d'Open Food Facts. Donc l'idée, c'est de scanner un produit et d'avoir immédiatement des informations sur ce produit. En premier lieu, le critère le plus important, c'était le Nutri-Score, donc c'était plutôt une approche orientée sur la santé. Mais maintenant, on essaye aussi d'avoir des données sur l'environnement comme l'éco-score. Et donc, le truc qui est super intéressant avec cette approche, c'est que Open Food Facts travaille avec des industriels, leur explique par exemple l'algorithme pour le Nutri-Score, leur dit bah, regardez, vous avez la lettre D parce que vous avez mis trop de sel. Donc, ça crée un avantage compétitif puisque vous permettez de classer les produits. L'industriel va se dire attends, mais si j'enlève juste 2 grammes de sel, je vais pouvoir passer en C. Et en faisant ça, vous améliorez le produit non pas seulement pour le consommateur qui est intéressé, mais du coup, vous avez changé la recette du produit. Donc toutes les personnes maintenant qui consomment ce produit vont avoir un petit peu moins de sel. Et là où ça devient super intéressant, c'est que comme la connaissance scientifique progresse, eh ben, l'algorithme va lui-même devenir plus strict. Et au bout de 2-3 ans, va potentiellement refaire basculer la lettre à D et va reforcer l'industriel à améliorer sa recette pour avoir un produit plus sain. Donc on est en train de créer un cercle vertueux comme ça pour amener tout le monde vers des produits les plus sains possibles pour la santé. Et du coup, le but, c'est de faire la même chose avec l'éco-score pour l'environnement. Donc l'éco-score qui prend en compte non seulement l'empreinte carbone, mais qui prend aussi en compte l'utilisation des sols, la quantité d'eau, les pesticides. Enfin, c'est un indicateur vraiment très intéressant, mais qui est du coup extrêmement compliqué à calculer. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant sur tout ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous trouvez mon raisonnement complètement farfelu ou vous trouvez que c'est super intéressant? C'est bon? Vous êtes avec moi? Ok, donc c'était un petit peu long, mais moi je me suis dit ça c'est génial, mais ça va mettre trop de temps à arriver. En attendant, je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc je vous présente Discovery, qui n'est pas encore complètement finalisé, mais qui est grandement utilisable dès aujourd'hui. Vous pouvez tout à fait jouer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur en tapant discovery.org. Donc comme je l'ai dit en introduction, c'est sous licence libre, le code source est sur GitHub, et c'est basé donc sur les données et même sur les graphismes de l'ADEME. Et je compte le rendre disponible sur les stores, et pas seulement comme site web, dans les semaines à venir. Probablement un peu plus pour l'iPhone, puisque Apple est assez strict et puis c'est payant pour pouvoir déployer des applications, mais voilà. Un des intérêts de cette version numérique, on va dire, c'est de voir si les gens trouvent ça intéressant ou pas, et potentiellement, si on pense que c'est cool, d'en faire un vrai jeu de cartes, un truc imprimé, et qui derrière, du coup, pourrait être peut-être encore plus... Voilà, se mettre autour d'une table, et alors évidemment avec les amis et tout ça, ça peut être sympa, mais l'idée ça pourrait être aussi en association, à l'école, voilà, d'essayer de toucher un public un peu plus large. Donc ça c'est ce que je viens de dire, je suis en avance sur mes slides. Donc je ne sais pas encore si je vais aller jusqu'à l'impression d'un jeu physique, mais très honnêtement ça me tente. Donc voilà, affaire à suivre, on en discute après. Comment ça fonctionne? Bah, en fait, c'est très simple. C'est la même chose que peut-être vous connaissez le jeu de société qui s'appelle Timeline, où on vous donne des événements, par exemple l'invention du verre, la création des pyramides, la Révolution française. Et vous avez des cartes du coup, que vous devez classer par ordre chronologique. Donc, est-ce que la Révolution française était avant ou après la création des pyramides? Donc, vous la mettez après. Vous avez 2 cartes sur la table, puis après vous dites bah, l'invention de l'ampoule. Est-ce que c'est avant les pyramides? Est-ce que c'est entre les pyramides et la Révolution française? Est-ce que c'est après la Révolution française? Et donc plus vous rajoutez de cartes,
plus ça devient difficile d'essayer d'estimer l'emplacement de la vraie carte. Tac. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, comme les grands discours, ça va bien 5 minutes. Il est où mon écran? Je ne sais pas. On le voit apparaître? Oui, formidable. J'aurais dû mettre... Wow, j'ai perdu ma souris. Attendez. Je vais me mettre à côté de vous, ce sera plus simple. Le contraste n'est pas le plus... OK. Tac. Donc voilà, comment ça se présente? C'est très très simple. Vous avez une première carte. Donc là, c'est un repas végétarien. On vous dit que ça a une empreinte carbone de 500 grammes. Et donc, acheter et utiliser pendant 12 ans un four électrique, à votre avis, en empreinte carbone, qu'est-ce que ça donne? Donc là, je pense qu'il n'y a pas un débat énorme sur le fait que par rapport à manger une fois, le four a une plus grosse empreinte. Et donc, effectivement, vous voyez là, je crois que je vais faire une duplication d'écran parce que je n'arrive pas trop à lire. 263 kg, c'est assez lisible pour vous ou pas? Sinon, je peux essayer de... Oh, le responsive design incroyable! Le mec qui a codé ça, un génie. Bref. Voilà, et donc le truc qui est un peu sympa, c'est que quand on appuie sur la carte, on a une explication un peu plus détaillée. Mais ça, c'est un point, je suis en train de discuter avec l'ADEME pour voir avec eux si je peux avoir plus d'informations, etc. Mais qui essaye de vous expliquer un peu quel poste, entre guillemets, est responsable pour chacun. Donc là, on voit que pour le four, il y a beaucoup autour de la matière première. Et puis, il y a quand même une consommation qui est non négligeable. Alors, il faut savoir que les données de l'ADEME, donc nous, on est assez contents en tant que Français, mais du coup, c'est les données françaises. Donc, en fait, c'est un petit peu faussé, malheureusement, parce qu'en France, on est un des pays au monde avec l'électricité la moins carbonée entre toutes nos centrales hydrauliques et nos centrales nucléaires. Si vous faites le même test en Pologne avec leur centrale à charbon, je pense que vous n'avez pas du tout le même ratio du four électrique. Ça, il faudrait que je le mentionne quelque part parce que c'est quand même assez impactant. Voilà. Et puis là, on a un petit truc qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte quand même que si on le recycle correctement, on peut récupérer 30 kg de carbone à la fin de vie du four électrique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que selon les objets, des fois, même la fin de vie est consommateur. Et du coup, c'est estimé, c'est potentiel la fin de vie ou c'est réglementaire et du coup, ça existe vraiment autant que les autres postes sont fiabilisés? Réglementaire, bah... C'est que ça va se faire? C'est vraiment intégrable ou c'est potentiellement on peut récupérer? Bah, si jamais vous amenez votre four, en France, les magasins sont obligés de vous récupérer vos anciens électroménagers. Donc si vous amenez votre four et qu'ils le recyclent correctement, ils vont récupérer des matériaux qui éviteraient eux-mêmes, du coup, qui pourront être réutilisés et éviteraient l'extraction de matériaux pour refaire un four, ou autre chose d'ailleurs, parce que souvent on ne refait pas le même produit. Mais... Donc après, ouais, il y a une documentation complète de tout ça sur le site de l'ADEME. Qui du coup, ça c'est une bonne pile de... Voilà, faut se le farcir un petit peu pour savoir, mais ils expliquent tout en fait sur comment ils font ces calculs-là. Je vais en parler un petit peu après. Bah voilà, très bien. J'allais dire, je vais en parler quand on aura un exemple de mobilité. Donc parcourir 100 km en voiture thermique. Hop, je vois pas ma... Ok, si, c'est là. Tac. Non, voilà, là je mêle le truc, voilà. J'ai perdu une vie, non. Donc on savait où la mettre, donc voilà, ça fait 21 kg. Et donc là, quand on clique dessus, on voit que la construction de la voiture est très vite amortie par rapport au carburant, donc rouler avec des énergies fossiles, c'est très polluant. Là, l'ADEME, en fait, a toute une explication sur les postulats qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils se disent on estime qu'avec une voiture à essence, on va parcourir environ 150 000 km avant de la changer, etc. Donc ils amortissent l'empreinte carbone de la construction de la voiture sur une certaine durée de kilomètres parcourus. Donc toutes ces données-là, elles sont accessibles en tant qu'humains, mais elles ne sont pas encore présentes dans leurs API. Donc les API, c'est les interfaces que les programmes peuvent utiliser pour aller lire.
Donc moi, je n'ai pas encore pu les intégrer là parce qu'il faudrait qu'à la main, je copie-colle en fait toutes ces informations. Et ce n'est pas le cas. Moi, tout ce que je fais, c'est de me brancher sur les services de l'ADEME. Mais du coup, on est en train d'échanger par email, etc., justement pour qu'ils améliorent tout ça. Et ils ont déjà fait pas mal de changements, donc c'est assez cool. Là, du coup, ça prenait en compte la construction de la voiture? Tout à fait. Ok. Je pensais que c'était juste rouler 100 km. Non, c'est rouler 100 km sur une voiture. Donc tu vas devoir en racheter une après. Bah, c'est surtout la voiture a une empreinte à être construite. Oui, mais je veux dire, le fait de rouler 100 km, ça nous fait aussi progresser Vers la fin de ta durée, voilà, c'est ça. Elle n'a pas une durée de vie illimitée aussi, ouais. Donc on l'amortit sur un certain nombre de... Je ne sais pas exactement combien de postulats ils ont pris. On va voir derrière, bah, voilà, par exemple le TGV. C'est pareil, ils postulent que dans un TGV, il y a en moyenne 1000 voyageurs, etc. Enfin, toutes les informations des calculs sont prises en compte. Malheureusement, je ne peux pas tout retransmettre là. Mais là, le TGV, ça ne va pas prendre en compte la construction? Si. les rails. Bah, si. Alors, pas les infrastructures, par contre. Ouais. Les infrastructures, en France, on les considère existantes, mais c'est vrai qu'il faut les entretenir. Pareil pour la voiture. C'est pareil pour la voiture. Tout à fait. Mon frère travaille au département et il me dit les coûts d'entretien des routes, on parle toujours des infrastructures, mais si on prenait vraiment en compte la pollution créée par le bitume qu'on pose, en fait, une voiture pollue encore bien plus que ça. Et d'ailleurs, c'est là où on voit que c'est complètement aberrant de faire des pubs en mode zéro émission pour des voitures électriques. C'est complètement faux. Je veux dire, déjà, il a fallu la construire et en plus, il faut avoir les infrastructures. Et en plus, par exemple, les pneus émettent énormément de particules. 30% des particules émises par un véhicule, c'est l'usure des pneus et des freins. Ça n'a rien à voir avec la consommation du carburant. Et les batteries, etc., extraction d'eau. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, c'est compliqué. Alors là, 700 km en TGV, j'aurais dû prendre une souris. Hop là, je vous spoil un petit peu, c'est quasiment rien. C'est là où on se rend compte le facteur, on va faire une distance 7 fois plus grande pour 10 fois moins d'émissions. Prenez le train. Voilà. Et effectivement, on prend en compte la construction du TGV qu'on amortit. Peut-être que ce serait bien de mettre des liens vers la doc, non? S'ils ont de la doc. Ouais, je pense. En fait, on y est... Parce que ça fait forcément se poser plein de questions. Évidemment, tout à fait. Bah, c'est qu'un TGV, il est utilisé énormément. Tu déplaces des milliers de personnes par jour avec, sur une période très longue. Donc, ouais, c'est sûr que du coup, c'est ça. Ouais, 400 grammes de CO2 pour faire 700 bornes, c'est vraiment rien, quoi. C'est ça qui est cool, mais... En utilisant TGV, Ouais, maintenant ils le font. Alors, le frigo. Le frigo, c'est moins que le four, non? Plus que le four? Plus, ouais. Plus que le four? Ah, et c'est pendant 10 ans. Ouais. 325 grammes le frigo. Voilà. Bah, le frigo, il allumait tout le temps. Et là, on voit que l'usage est plus élevé que le four, effectivement. Ouais. Plus, mais il faut faire attention parce qu'il y a 12, 10, 8. C'est piégeux. Hein. Alors, ouais, donc, plus que... je suis désolé, j'ai une souris qui marche mal, j'aurais dû prendre ma souris, je suis désolé. J'en ai une juste. Ah, je suis preneur. Attends, je peux le faire comme ça. C'est bon, j'ai un autre. Sinon, je peux le faire avec ce bouton-là, on va voir, mais merci beaucoup. Hop là. Donc, on se rend compte qu'une télévision est beaucoup plus polluante et en fait, elle pollue plus que 3 fois plus à la création. Donc, faire un écran, et plus l'écran est grand, c'est extrêmement polluant, notamment à l'extraction des matières premières, en fait. Donc, on se rend compte que l'assemblage et la distribution est ridicule, si jamais on la compare au frigo. L'usage, c'est pareil. L'usage est à peu près équivalent en termes d'électricité. Ouais. Mais encore une fois, du coup, là, il y a plein de postulats qui sont pris sur combien d'heures on estime qu'on va regarder la télé par semaine, etc., et qui ne sont pas détaillés. Donc ça va être un peu mon objectif d'après. Sachant que l'idée initiale, c'était de faire un jeu de cartes physique, je pense que la solution, ce sera probablement d'essayer de mettre des QR codes dessus, en fait. Parce que, évidemment, déjà là, sur un écran, on n'a pas la place de mettre tout. Donc, sur une petite carte, format carte de visite, je sais pas.
il y a 2-3 défis encore à relever. Alors, le repas avec du poulet. Au-dessus du TGV. Au-dessus, en dessous? Au-dessus. En dessous. Pas loin. Chauffer un appartement de 60 mètres carrés par mois en moyenne annuelle. Au gaz. Au gaz. Par mois en moyenne annuelle. Ça veut dire que c'est lissé sur l'année, parce que si tu prenais le mois de janvier, évidemment, tu chaufferais beaucoup plus que... Mais du coup, c'est lissé sur l'année et divisé par 12 derrière pour te donner une idée d'avoir un ordre de grandeur. Donc c'est par mois, hein. C'est pas par an. Ouais. Ah oui, non. Plus que la télé? Par mois. C'est par mois, c'est pas par an. Non. Même moins que le four. Ici, là. En dessous du four. Le four, c'est pendant 12 ans. Ouais, bah oui. Donc, comme ça. Mais on est quand même à 195 kilos. Hein. Très loin. Donc vous voyez qu'un mois de chauffage, C'est 12 ans de four. c'est quasiment... Voilà. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, voilà, dans le but de ce truc-là, c'est là, on n'a pas forcément trop de rapport encore, mais on peut dire, par exemple, manger végétarien, c'est effectivement très intéressant parce que vous voyez que par rapport au poulet, vous avez divisé par 3 pour un seul repas. Il n'empêche que si vous allez chercher votre repas végétarien et que vous faites 10 km de bagnole, alors que vous aviez un repas avec de la viande disponible chez... Oh, cet exemple est un peu tordu par les cheveux, mais vous avez... tiré par les cheveux, pardon. Tordu par les cheveux, je fais du Camelot là. Bref. Chauffage au fuel. Tout à droite. Mais non, mais 12 ans, ça c'est un mois. Le fuel, c'est... C'est pas possible. Ah. Moi, je dirais quand même entre chauffage au gaz et four. Après le feu. Non, le fuel, c'est vraiment un truc de malade. Ici. Ah, peut-être avant la télé. Moi, je vais pas voir. 285. Donc on est quand même à un tiers de plus que le chauffage au gaz. Ok. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu le but du jeu. Donc l'eau en bouteille, c'est quasiment rien puisque c'est de l'eau. La seule, tout est dans l'emballage. Hein, pour de l'eau en bouteille, évidemment, c'est le plastique qui fait le problème. Alors un pull. Excusez-moi, votre eau en bouteille, elle est en plastique ou en Oui. verre? Non, en plastique. C'est à préciser quand même. Probablement, ouais. Si on était en verre, on aurait un emballage qui serait plus petit, mais on aurait beaucoup plus de transport. C'est très lourd. On aurait peut-être une récupération à la fin. Mais on aurait un recyclage qui serait potentiellement... Ouais. Donc en fait, il y a beaucoup de choses différentes, hein, c'est ça qui est intéressant. Le recyclage de la bouteille en plastique, il devrait être indiqué. En soi, techniquement, c'est le truc qu'on recycle le plus, le plastique des bouteilles. Ouais, je sais pas pourquoi il y a ce chiffre-là. Je pense qu'il part du principe que déjà, tu n'as pas un recyclage à 100%. Et puis en plus, même le recyclage du plastique, moi, je commence à être un peu... Enfin, à la fin, ils en font des polaires, et puis une fois que tout le monde a 3 polaires, qu'est-ce qu'on... Enfin, par rapport à la quantité de plastique qu'on utilise pour notre alimentation. Et en plus, j'ai appris que quand on lavait tous ces trucs en fibre, en poly machin, ça faisait plein de microplastiques qui partaient dans les rivières, bref. Voilà, on met le pull, et puis après, je vous montre d'autres trucs. Vous voulez continuer de jouer? Non, Au TGV. au-dessus de la voiture. Au-dessus de la voiture, ouais. Ici? Ouais. 56 kilos. Hein. Oh, le vin, non, c'est sympa. Donc là, on peut, on peut discuter de la fast fashion aussi. Le vin, il est là. L'avion. Ils sont tous intéressants. Vaut mieux boire du Le vin, tu vois que le... Ah non, le transport est... Ouais. Ah, c'est- Je sais pas pourquoi ils ont de la transformation comme ça. L'avion, je pense qu'il va être par ici. Donc 2000 km, vous faites un petit aller-retour depuis Toulouse, 2000 km, vous allez passer un week-end à Budapest. Un truc comme ça. Ou Rome. Plus que la moelle. Le max? Hop. C'est en dessous de la télé. C'est dingue, la télé. La télé. Les écrans, c'est extrêmement polluant à faire.
Même s'il y a une nouvelle Coupe du Monde, achetez pas la télé. Alors, la voiture électrique, on était à côté de la voiture thermique ici. Donc là, il n'y a pas de très très grosse surprise, elle est là. Mais c'est là où quand on clique dessus, bah, on voit que l'électricité, c'est quasiment rien, alors que par contre, amortir une voiture électrique, c'est vraiment... C'est quoi la construction de la voiture thermique? 236. C'est 4 fois moins. Ouais. Là, c'est vraiment valable en France, parce qu'en Pologne, du coup, la voiture électrique. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis là, moi, je me demande par exemple quel postulat ils ont fait pour le recyclage des batteries, parce que si jamais tu recycles pas comme il faut les batteries... Voilà, exactement. Ouais. C'est vrai. En fait, le plus polluant dans une voiture électrique, c'est vraiment les batteries. La batterie, le lithium, etc. Ouais. Et pour le coup, je pense que là, moi, je suis pas complètement étonné des chiffres, parce qu'en fait, là, on n'est vraiment pas sur de la pollution, on est sur de l'émission de gaz à effet de serre. Et les problèmes majeurs qu'on a autour du numérique et de tous ces métaux rares, etc., c'est des problèmes de pollution. C'est pas très émetteur, en fait, en CO2 pur d'aller chercher du lithium. Par contre, on envoie dans la Terre des trucs tellement dégueulasses que c'est plus une question de comment réussir à les récupérer, où aller les chercher, etc. Et quelle pollution des sols on va amener, pollution d'une quantité d'eau monumentale, que vraiment les émissions qui sont dedans. Ok, donc je vais arrêter cette petite partie et vous montrer un autre bouton juste en dessous. De toute façon, c'est facile, très très simple, il n'y a que 2 boutons. Donc ça, c'est les catégories qui sont disponibles. Et qui vous permettent du coup aussi peut-être de plus comparer des choses, parce que je trouve que la comparaison de se dire bah tiens en fait si j'achète pas un pull, ou plutôt si je mange un steak, on l'a pas vu le steak, mais le steak de bœuf c'est 7 kilos. Un t-shirt en coton c'est 6. Donc un seul repas avec un steak c'est plus que d'acheter un nouveau t-shirt. Donc je trouve que ces comparaisons entre catégories elles peuvent être intéressantes. Mais souvent, quand on a un choix à faire, en général, si on veut se chauffer, on ne se dit pas ah bah tiens, je vais économiser en mangeant moins de steak. Enfin, on pourrait, mais on a quand même besoin de se chauffer. Donc, il y a des catégories qui sont différentes. Donc, je trouve que les transports et le chauffage, c'est des sujets qui sont assez intéressants. Personnellement, je suis absolument incapable de classer la catégorie des vêtements. Je n'y comprends rien. Déjà, il y a des mots que je ne connais pas. Et les fruits et légumes, c'est absolument impossible aussi. C'est extrêmement difficile de savoir si l'artichaut ou le fenouil, enfin là on est dans un truc, voilà, mais ça existe donc on peut jouer. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui sauront mieux faire que moi, je ne sais pas. Une paire de plus qu'un pull recyclé, c'est plus mais c'est pas beaucoup plus. Non, c'est plus l'acrylique. Je sais même pas ce que c'est l'acrylique. Les t-shirts c'est 6. Je pense que C'est moins. Bah non, c'est moins. Waouh. Moins que la paire de chaussures, non? Oui, c'est ça. Là Il y a du plastique aussi dans la paire de chaussures. Waouh. bah là, c'est une chaussure en tissu. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, j'imagine que la semelle, c'est quand même. C'est des chaussettes, quoi. C'est des chaussettes. Ça, c'est pas. Bref, donc vous avez tous les calculs à chaque fois et c'est un peu l'intérêt du truc. Personnellement, j'ai pas pris le temps de les apprendre, donc du coup, je me plante à chaque fois. Le cuir, voilà. Mais vous avez toutes ces catégories qui sont disponibles et puis ce qui est intéressant, je trouve que c'est... alors du coup, si vous avez envie, vous pouvez en cocher 2 en même temps, donc vous pourrez faire chauffage et transport en même temps. Mais voilà. Ouais. Est-ce que les cartes sont disponibles en téléchargement? Est-ce que j'aurai la possibilité de pouvoir juste télécharger les cartes Pour les apprendre séparément? Pouvoir les découper comme ça, à défaut de pouvoir avoir publier un jeu de cartes. Donc le site de l'ADEME, ça s'appelle Impact CO2. Donc ça, je vous encourage vivement à y aller. Et eux-mêmes, ils ont fait des outils là-dessus. Et ils ont justement des explications qui sont plus développées que les miennes, puisque eux, ils les ont écrites en fait. Et moi, je n'y ai pas directement accès, mais ils sont en train de le faire. Donc là, si tu veux, tu peux aller, tu peux cliquer sur la catégorie transport. Et eux, ils ont une approche un peu différente. Du coup, c'est plutôt tu sélectionnes une distance et ils vont te dire, voilà, puis tu as l'usage et la construction. Donc c'est un petit peu moins détaillé, mais
tu peux te dire, je veux faire du covoit, et si j'augmente le nombre de passagers, bah, évidemment, je vais diviser par le nombre de personnes qu'il y a dedans. Et souvent, ils ont ce petit truc sur comprendre les données où ils t'expliquent qu'ils ont calculé comment ils ont calculé le taux de remplissage, comment ils ont calculé... Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir ce site parce que si ton but, c'est de vraiment analyser une par une les différentes cartes qu'ils ont, enfin propositions qu'ils ont, tout est là-dessus. Mon but, c'était plutôt de partir de Discovery, d'imprimer les cartes et de jouer avec les cartes. Ouais, alors justement, bah... Donc, de le faire directement, c'est-à-dire juste en ayant, s'il y a un PDF avec toutes les images, on peut directement le faire sans avoir Hop là. de... Donc, les règles, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, hop. Donc, moi, ce que j'ai fait là, c'était de créer ce truc. Ces derniers mois, j'ai travaillé là-dessus, j'ai trouvé ça rigolo. Maintenant, je vais essayer du coup de... J'ai 2-3 trucs quand même que je pense importants à faire avant de faire une vraie première version. Donc, j'ai des améliorations techniques, mais j'ai aussi essayé d'intégrer justement plus d'explications parce que c'est vrai qu'on... Le but du jeu, c'est ça, c'est d'être un peu choqué en disant « Attends, quoi, ça c'est ça alors que ça c'est ça ?» Non, c'est pas normal. Mais c'est exactement ce que je veux, réussir à interpeller sur ce truc-là. Mais par contre, derrière, il faut donner un minimum de clés pour comprendre. Et je pense que pour l'instant, je ne peux pas faire mieux que cette pop-up qui explique un petit peu ce qu'il y a. Mais au moins un lien, un QR code, quelque chose, réussir à aller jusque-là. Une fois que ça c'est fait, l'idée, ce serait d'en faire la promotion, tout simplement, pour qu'il y ait plein de gens qui regardent. Il y a aussi toute une question de stabilité, ça c'est le 3e point sur la slide. En fait, ils sont constamment en train de revoir leur modèle, leurs calculs, d'essayer d'être le plus près possible, et c'est extrêmement compliqué. Mais du coup, quand j'ai commencé à coder ça en avril, un smartphone, il était estimé à 37 kg de CO2. Maintenant, il est à 70. Donc là, on est quand même passé du simple au double. Pour moi, du coup, imprimer un jeu physique, c'est un petit peu tôt. Parce que si j'imprime des cartes et que 3 mois plus tard, on me dit bah, en fait, elles sont toutes périmées parce qu'on a revu nos méthodes de calcul et on pense que ça, c'est beaucoup plus impactant et ça l'est beaucoup moins. Donc là, il faut que je continue de discuter avec eux et de savoir un petit peu. Et puis ensuite, bah, voilà, faut sélectionner les cartes qu'on juge les plus intéressantes. On ne peut pas tout mettre. Là, je vous ai fait un truc super bref, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc du coup... Essayez de voir les cas d'utilisation qu'on trouve les plus pertinents. Et ça, bah, je suis très très ouvert à vos avis, en fait, à tous c'est contributif hein, comme projet. Et ensuite, bah, l'idée, c'est d'en faire effectivement un PDF qu'on puisse imprimer à la maison. Avant même d'imprimer un vrai jeu de cartes et de trouver un éditeur, etc., c'est tout simplement de l'imprimer sous licence libre, que tout le monde puisse contribuer et changer des choses s'ils veulent. Et puis après, moi, j'ai plus ou moins pris la décision de toute façon les imprimer, parce que je pense que c'est intéressant. L'idée, ce serait quand même d'avoir une estimation de combien de personnes seraient intéressées pour faire ça. Donc j'ai eu pas mal de suggestions en vrai. On m'avait dit que si j'étais prêt avant Noël, mais du coup, je considère les données pas prêtes en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai pas poussé le truc, que ça pouvait très bien être un super cadeau d'entreprise. À Noël, toutes les entreprises se font toujours des cadeaux entre clients, etc. Donc ça pouvait être ce genre de choses, sachant que mes estimations pour l'instant, de ce que j'ai vu, selon la quantité, mais si on imprime quelques centaines, en gros, ça coûte 10 € à imprimer, quoi. Donc c'est à la fois un petit peu d'argent, puisque bon, bah, si on veut en imprimer 500, ça fait quand même 5000 balles. Et à la fois, bah, c'est pas non plus inaccessible, donc à voir. Donc je pense que l'idée, ce serait de permettre à ceux qui sont intéressés de faire des précommandes pour avoir une vraie estimation de combien on en ferait. Et ensuite, ça peut être cool. Sachant que là, je vous ai proposé Timeline parce que c'était le truc le plus rapide à coder. Mais en fait, j'ai déjà pas mal réfléchi avec mon petit frère qui est un méga joueur à plein de jeux qui pourraient être possibles et qui seraient beaucoup plus... Enfin, avec un peu plus de stratégie, avec un peu plus de choses comme ça. Donc, avoir des cartes et se dire, bah, tiens, dans ta main, tu as un certain nombre de cartes. À la fin du jeu, il faut que tu aies au moins une carte de chaque catégorie. Donc, il faut que tu te sois déplacé, il faut que tu te sois chauffé, il faut que tu aies mangé, etc. Et est-ce que tu considères que la carte que tu as dans ta main, et évidemment, il faut que bah, la somme de toutes tes cartes soit la plus basse possible. Et donc, on va dire, bah, dans ta main, tu as un repas avec du poulet. On te propose de changer avec un repas avec du poisson. Est-ce que tu veux le faire, oui, non?
Et une fois que tu l'as fait, bah, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc si jamais tu t'es planté, bah, tu ne connais pas les empreintes carbone des cartes et tu essayes toi-même. Ça t'oblige à te dire, attends, est-ce que c'est mieux ça ou ça? Donc il y a plein de manières ludiques, plein de petits jeux. On en avait trouvé au moins 3 ou 4 qui pourraient être faits en rajoutant juste un dé et en mettant un peu de hasard ou des choses comme ça. Donc je pense que si on imprime un vrai jeu, on mettra toute une série de différentes règles qu'on puisse avoir. Voilà, si vous avez des idées, emparez-vous-en, c'est du libre, c'est fait, c'est bon, mangez-en. Juste une petite question, tu disais qu'il y avait vraiment plein de cartes dans la base. Quand tu fais, là par exemple, ce qu'on a fait avec la timeline, comment tu choisis les cartes qui montent? J'imagine que ce n'est pas du pur aléatoire, parce que sinon on aurait eu un t-shirt en coton recyclé, un tissu... Tout à fait. Donc la question c'est comment est-ce que c'est sélectionné? Alors en fait moi comment les cartes sont choisies? Donc quand tu sélectionnes les catégories, tu les as toutes. C'est la raison pour laquelle la catégorie fruits et légumes est absolument impossible à gagner. Mais vraiment. Après moi la catégorie la souris. Le bouton que tu as quand tu cliques sur démarrer la partie là, c'est moi qui ai sélectionné 4 cartes dans chaque catégorie en me disant c'est ces cartes là que je juge les plus intéressantes. Mais c'est un rank qui est donné par la... Enfin je me disais peut-être dans la base de données tu as vraiment un rank de est-ce que c'est connu, est-ce que c'est pas connu? Non, effectivement cet indicateur là, il n'y a pas de classement dans la base de données de quelles cartes pourraient être les plus intéressantes. Moi j'avais aussi commencé à créer un truc avec des niveaux. On va dire au début, tu as 5 cartes qui sont assez simples, classe-les. Puis le tour d'après, tu es niveau 2 et du coup, tu en as 10. Et puis ça devient un peu plus compliqué. Et puis on pourrait choisir de sélectionner du coup celles qui vont du plus facile au plus difficile. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites. C'est ça qui est super cool, c'est que les données sont ouvertes, que c'est extrêmement simple en termes de règles, puisque finalement, c'est des chiffres, donc il n'y a pas de notion de réussir à équilibrer. Souvent, ce qui est difficile dans un jeu vidéo, c'est ça, c'est de le faire ni trop difficile ni trop facile. Donc là, je pense qu'on peut s'en sortir assez bien. Et c'est exactement la raison pour laquelle je suis présent à ce genre d'événement comme le Capitole, c'est pour avoir des retours, vos avis, et vous dire, ah bah ça, j'étais vraiment pas au courant, c'est super important de le mettre. Ou alors, oui, bon, bah, l'avion, ça pollue, on le sait. C'est peut-être pas la peine de mettre tout de suite les cartes sur l'avion, puisque de toute façon, on imagine très bien qu'elles vont être super loin. Voilà. Donc, là, pour l'instant, c'est une sélection que j'ai faite moi. Il y en a, je pense, 25 quand tu cliques sur démarrer la partie, le jeu normal. Mais c'est évolutif, tout est possible. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur le site web, en bas, j'ai mis un petit encart pour expliquer que vous pouvez, si vous êtes intéressé, en fait, vous pouvez laisser votre email. Et comme ça, quand moi, je pense que je serai prêt au niveau des cartes, suffisamment mature, en fait, et ben, je contacterai les personnes qui ont laissé l'email en disant vous aviez l'air intéressé, voici ce que je pense faire, est-ce que vous voulez un jeu ou pas, ou plus. Et sinon, oui. Les données de l'ADEME, elles vont constamment évoluer. Rien que sur ce que tu disais, le cercle vertueux, il y a des choses qui vont changer. Un repas végétarien, suivant le modèle qu'ils définissent de ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est un steak de soja ou est-ce que c'est une salade de tomate mozza? Ça ne va pas avoir le même impact. Je pense que les données vont suffisamment changer à chaque fois pour qu'il va falloir que tu te donnes une deadline de je les mets à dispo ou je les imprime, quitte à ce qu'il y ait une V2, une V3, une V4 oui. ou des packs supplémentaires. Oui, tout à fait. Les estimations qui ont été faites tel jour et on sait qu'on trouve que c'est les estimations. Donc voilà, les remarques sont faites sur le fait, je répète parce que moi j'ai le micro, les remarques sont faites sur le fait que de toute façon les données vont tout le temps évoluer et qu'il faudra bien à un moment donné s'arrêter. Je suis tout à fait d'accord. Après il y a une différence, là ce que tu avais l'air de dire c'est plutôt au niveau des postulats. Qu'est-ce qu'on considère comme un repas végétarien? En l'occurrence, là, c'était carrément le modèle de calcul qui n'était même pas encore vraiment stable. Donc, un même smartphone, ton même postulat de je prends un smartphone, je l'utilise pendant 5 ans avec je sais pas, 500 kilooctets de données par jour et 3 photos prises par semaine en moyenne. Enfin, je dis un truc complètement, je pense que des jeunes qui en font 3 par heure, mais voilà. En gros, même en stabilisant ce postulat-là,
le calcul derrière te donnait déjà des chiffres différents. Donc l'idée, ce serait que le calcul soit à peu près stable et après on verra. Mais oui, de toute façon, je pense qu'à un moment donné, il faut y aller. Et puis une des solutions, c'est ce qu'on disait, ce serait d'avoir un QR code qui te dise, ben, au moment où la carte elle a été imprimée, voici le calcul qu'on faisait. Et puis du coup, sur cette page-là, on pourrait dire, attention, depuis il y a eu une mise à jour, on considère plutôt que nanana. Puis si les gens ils ont envie de mettre un coup de stabilo sur la carte pour dire que maintenant la valeur c'est ça, c'est possible. Sachant que ça implique du coup d'avoir des URL qui restent dans le temps, quoi. Parce qu'un QR code, une fois qu'il est imprimé, lui, il ne changera plus jamais. Et donc ça veut dire qu'il faut être à peu près sûr. Donc là, il faut réfléchir un tout petit peu, quoi. Est-ce qu'on dit que c'est Discovery/smartphone ou est-ce qu'on essaye de se dire qu'il y a d'autres choses à réfléchir pour le QR code? Voilà. Je pense qu'on a... En tout cas, j'ai à peu près fait le tour de ma présentation, mais je vais continuer de prendre des questions. Je t'écoute. Est-ce que tu as calculé le coût carbone d'imprimer le jeu de cartes? Non. Donc, est-ce que j'ai calculé le coût carbone de l'impression du jeu de cartes? Non. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'en général, la problématique, enfin, ce qui est le plus impactant dans les impressions, c'est l'encre. Il y avait une étude assez marrante qui avait été, enfin marrante, un mec qui s'était donné un challenge assez intéressant de reproduire le logo des marques les plus connues, Starbucks, Coca-Cola, Apple, etc. Et il utilisait des contours majoritairement au lieu de faire du remplissage. Et parce qu'il disait, bah, chaque coupe de café Starbucks qui est imprimée et que vous repartez avec alors que c'est à usage unique, et il arrivait à diminuer de 30% l'impact carbone d'avoir imprimé ce gobelet-là, juste en changeant un petit peu le logo et en gardant ses formes, etc. Et tu reconnaissais tout à fait que c'était Starbucks, mais en faisant du contour au lieu du remplissage. Donc je pense que cette démarche-là de low-tech et de quel est l'impact le plus fort, je pense que ça peut être intéressant. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le but du jeu, c'est les ordres de grandeur. Et je pense que c'est aussi quelque chose. Par exemple, j'ai horreur des gens qui me disent j'essaye de diminuer mon impact numérique en supprimant mes emails. Stocker 1 giga de données n'a aucun impact carbone. Honnêtement, franchement, c'est... Donc, les 5 heures que vous avez passées avec votre écran allumé à trier les emails vont être bien plus consommateurs d'électricité et donc de carbone que le fait d'avoir laissé vos emails pourrir dans une boîte que personne ne regarde. Et donc là, je pense que c'est un peu pareil. Soit il y a quelqu'un qui fait du design et du graphisme et qui est là et qui est prêt à faire des trucs. Moi, c'est pas mon métier. Donc si je prends un mois à me former à faire des graphismes pour pas qu'il y ait trop d'encre, je pense que je vais consommer bien plus d'énergie à faire ça. Ou en tout cas, je pourrais mettre du temps dans un truc qui aura plus de valeur ajoutée. Oui? Ouais, une double question sur les données que tu affiches pour le moment là. Est-ce que tu récupères les API en live ou est-ce que tu fais du batch et de temps en temps tu mets à jour? Et ma deuxième question du coup c'est la dev à quel, tu disais que tu donnais un exemple où c'était passé du simple au double depuis que tu as démarré. À quelle fréquence ils avancent et combien ils mettent à jour leur modèle? Donc 2 questions. La première sur l'API, est-ce que je le fais en live? Donc la réponse c'est non. J'ai appelé une seule fois l'API, enfin pour chaque catégorie. Il me renvoie un JSON et celui-là, je l'ai tout simplement stocké parce qu'en fait, il est très léger et ça me permet aussi d'avoir un jeu qui se joue hors ligne, donc que je trouve aussi intéressant. Je ne vois pas l'intérêt d'appeler plusieurs fois une API pour des résultats qui seront le même. Donc ça, c'est côté assez... c'est pas du low-tech, mais c'est de, je sais pas comment on dit, de l'éco-design. Voilà, et après, à quelle fréquence ils mettent à jour leur API? Bah, justement, c'est l'email que j'ai envoyé hier au product owner de Impact CO2 en lui disant bah, comment est-ce que je pourrais être averti que vous avez mis à jour les chiffres et donc que de mon côté, il faut que je mette à jour ça. Pour l'instant, on discute par email. Donc quand ils font des trucs un peu impactants, ils me le disent et c'est ça qu'on fait. Et là, elle m'a justement annoncé hier qu'ils allaient sortir tout un nouveau lot de catégories sur quelque chose. Ok, ça c'est peut-être pas top niveau vie privée. C'est pas le bon écran, merci Thunderbird. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire l'email sur mon téléphone. Tac, tac, tac. Donc, il travaille sur les équivalents alimentaires avec un nouveau simulateur d'impact alimentation avec 60 nouveaux équivalents alimentaires.
Donc les repas qu'on a pu avoir pour l'instant, dans la catégorie, il y en a 6, je crois. Vegan, végétarien, poulet, poisson blanc, poisson gras et steak. Donc pour l'instant, ils en ont que ça, et donc apparemment, il y en a 60 qui vont arriver. Donc eux, ils font vraiment un super boulot, hein. Et puis même les illustrations que vous voyez là, les petits icônes, le smartphone, le steak, c'est du SVG et c'est leurs illustrations à eux. Moi, j'ai vraiment juste repris leurs données, puis j'en ai fait quelque chose d'un peu plus ludique que ce qu'il y avait sur leur site pour le faire découvrir, mais voilà. 1 minute, une dernière question. Du coup, les illustrations, ils publient sous licence libre? Ouais, tout est libre chez eux. Des fois, ça fait plaisir de payer des impôts. C'est fou. Moi, si c'est pour créer ça, je suis d'accord d'être imposé, il n'y a pas de problème. Très bien. Eh ben, écoutez, merci à vous pour votre attention, et puis j'espère que ça vous a plu, et puis parlez-en. Merci beaucoup.